j'insiste toujours à dire ce qui est le plus... Recording is on. Ce qui est le plus contemporain, ce qui est le plus nouveau, remplace ce qui était avant et tous les savoirs peuvent progressivement se mettre en œuvre, mais on est toujours dans cette affirmation que ce qui est le dernier cri est aussi la vérité. La transmission se passe principalement sur la base de ce savoir affirmé. Alors, on va essayer, donc l'objectif, c'est de travailler pendant un semestre entre l'Italie et la France sur cette question du non-savoir, et puis de poursuivre ensuite dans d'autres langues, c'est dans d'autres pays. Le premier semestre va se faire avec un certain nombre d'universités italiennes, d'écoles françaises et de designers aussi qui ont choisi de nous suivre sur ce projet. Et tout l'exercice est exercice difficile, bien entendu, et à la fois de travailler sur ce non-savoir, d'essayer de le comprendre et de comprendre qu'il y a différentes formes de non-savoir. Il y a cette forme, justement, je dirais, de l'ignorance ou de ce que l'on ne sait pas encore, etc., etc. Mais il y a bien d'autres formes de non-savoir, et c'est bien la mise en tension de ces non-savoirs qui vont être intéressés. Il y a y compris du savoir oublié, du savoir qu'on n'a pas stocké, du savoir qui n'a pas été archivé. Il y a du savoir qui est d'une certaine manière censuré ou qui est hiérarchisé. Il y a, je dirais, une hiérarchie dans la transmission des savoirs. L'Occident et le christianisme étaient très forts dans sa, je dirais, dans sa manière de considérer tout savoir ne passant pas par son mode de pensée comme étant barbare, comme étant ordre, etc., etc. Donc on est bien dans toute cette problématique, je dirais, de décolonialisation de notre manière de penser, que de redonner savoir de choses qu'on a considérées comme étant de deuxième importance. Et puis, il y a bien entendu aussi des approches qui indéniablement mettent en valeur le non-savoir. Je pense là à Édouard Glissant, par exemple, qui cultive fortement la complexité, qui dit il y a des choses qu'il ne faut pas résoudre, il y a des choses touffues, et l'élément touffu est intéressant, l'élément de complexité, de rhizome, participe d'une certaine manière du savoir ou du non-savoir. Donc c'est tout ça qui va être bien entendu travaillé d'une manière disciplinaire ou transdisciplinaire, mais je dirais qu'on a choisi durant les 2 semaines d'avoir un certain nombre d'angles d'entrée. On va commencer par une spécialiste de la musicologie, Marie-Pierre Lassus. Puis on va travailler pendant toute la journée sur la question de la ville posant bien entendu toutes ces questions du devenir, de la transformation, étant donné les questions d'écologie. Donc on est aujourd'hui bien entendu dans une reconsidération très forte des choses. On peut dire que tout d'un coup, bien des choses qui étaient de l'ordre du savoir, qu'on considérait comme acquises et comme certaines, sont reconsidérées et sont retravaillées avec des nouveaux points de vue. Et c'est certainement le travail qu'on va faire aujourd'hui. Mercredi, on a une série aussi de discussions, je reviendrai un peu sur la structure de la semaine après, de discussions sur, notamment l'après-midi, sur le corps, la médecine, les énergies, c'est-à-dire peut-être des manières aussi de voir notre corps, notre santé, notre vie, selon des cultures différentes. Lundi prochain, on va principalement, alors tout ça se mixte un tout petit peu, donc mais principalement travailler sur les cultures du monde, c'est-à-dire sur d'autres types de cultures. Et puis mercredi, un peu plus sur la question sémiotique et sémantique.
Donc, voir comment les structures, l'expression, la grammaire, le langage participent du savoir et participent du... euh, euh, D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que les Indiens disent qu'à partir du moment où une pensée est dite et exprimée, et c'est qu'elle déjà, elle n'est plus dans l'ordre de la vérité. Donc, toute cette question de comment dire les choses et en quoi on a des décalages entre les choses qui sont dites, qui sont pensées selon les modes d'expression, selon les langues, selon tout ça. Donc, ces décalages de savoir qui sont peut-être aussi, c'est ce que dit au moins Umberto Eco et Barbara Cassin, des espaces de savoir. C'est-à-dire ces décalages enrichissent d'une certaine manière la pensée. Alors, peut-être rapidement, avant de passer la parole à Susanna Ceri, la question de l'organisation. Nous avons donc à la fois acquérir ce non-savoir et acquérir à penser sur ce non-savoir, à penser sur cette question assez importante, comment, voilà, c'est quoi ce non-savoir, quelles sont les différentes typologies, quels sont les avantages de se consacrer à cette question. Et ensuite, on a un deuxième exercice, et il est presque parallèle, c'est celui de la représentation. Comment nous, graphistes, comment les graphistes, les représentants scientifiques arrivent à faire une différence sémiotique entre l'affirmation de ce qui est su, de ce qui est, voilà, de ce qui est considéré comme étant stable, et puis justement ces savoirs moins maîtrisés, ces non-savoirs, comment les représenter pour que cette chose n'est justement pas dans l'affirmative, mais dans le questionnement. Et c'est pour ça qu'on a pris comme média pour l'exposition, on a pris un truc très idéologique et très primaire, qui sont ces panneaux scolaires. Les panneaux scolaires, alors je crois que c'est un tout petit peu moins présent en Italie qu'en France. Il y a eu Mussolini qui est passé par là et je crois que ça a été un peu balayé par le fascisme. Ça va revenir. euh, mais en France, ça n'a eu moins de... Voilà, il y a moins eu d'idéologie ou peut-être l'idéologie républicaine, ce qui n'est pas la même, mais voilà. Donc, ça n'a pas été aussi fortement remis en question, au moins dans le temps post-guerre qu'en Italie. Donc, nous avions dans nos écoles ces images qui nous expliquaient la vache et d'autres éléments, le corps, des façons de faire, des modes d'emploi, voilà, la végétation, c'est assez intéressant. J'ai repris un peu tous ces panneaux. Toute cette question de la nature, par exemple, était beaucoup plus fortement enseignée que ces 20 dernières années. Donc, on avait une sorte de monde qui passait à travers ces médias. Ça a été bien entendu remplacé par le digital, mais le digital a bien entendu beaucoup d'avantages, mais beaucoup d'inconvénients. Et les inconvénients, c'est que nous, on se trouvait confrontés à une carte ou à ces panneaux pendant une année entière. Donc, c'est des icônes, c'est des choses qui sont rentrées profondément dans notre tête et le digital n'arrive pas à faire ça parce que il est beaucoup trop rapide, il est beaucoup trop... Donc, on va revenir sur ces panneaux. Et donc, l'idée pendant ce semestre, c'est que les différentes universités, les différentes écoles travaillent sur la représentation du non-savoir, donc sur une école qui se consacrerait pas à ce que l'on sait, mais à toutes les questions du monde, à tout ce qui n'est pas su et sur lequel on pourrait travailler. Donc, cet deuxième exercice, qui est un exercice de traduction visuelle, de traduction dans le domaine de l'information, va être travaillé également pendant ces 2 semaines. Donc l'idée, le rythme qu'on s'est donné pour ces 2 semaines, c'est de se dire on a toujours une journée de présentation, d'exposé,
de discussion, d'échange. En principe, chaque intervenant va intervenir sur 20 minutes jusqu'à une demi-heure, donc d'une manière un peu pour poser quelque chose. Et ensuite, on prend une autre demi-heure pour discuter, pour penser peut-être déjà ces modes de représentation, pour essayer. Et puis ensuite, le deuxième jour, le mardi, le jeudi, éventuellement une partie du vendredi, on travaille sur ces intervenants ou une partie de ces intervenants, travaille avec les designers graphiques et on essaye de travailler des modes de transmission de ces éléments autour de chacun des groupes. Donc moi, toutes ces petites étiquettes qui sont à distance et que je vois face à moi dans l'ordinateur, j'aimerais bien que vous vous déplaciez jusqu'à la salle de cinéma et jusqu'à l'Institut français à Milan, si c'est possible. Je sais que certains d'entre vous est à réelle distance, mais je sais aussi que certains est à Milan. On a pris des mauvaises habitudes avec le Covid. Le déplacement est devenu... et je pense qu'on ne peut pas travailler totalement de cette manière-là. Donc, on va en permanence être à distance, on va faire les choses à distance, mais en même temps, j'espère véritablement que les quelques personnes qui sont là vont se multiplier et qu'on va pouvoir travailler tous ensemble. Il y a une déhiérarchisation totale de enseignants, sachants, étudiants qui va se faire. On va travailler tous ensemble. C'est un vrai workshop. Hein. C'est pas l'un en sait plus que l'autre. On va travailler tous ensemble sur cette question qui n'est pas résolue et qu'on ne connaît pas et dont on n'a pas de solution, qui consiste à dire on va donner les outils de représentation du non-savoir, des questions qu'on se pose aujourd'hui dans toutes les matières qui sont... Alors, c'est une sorte, ce workshop est une sorte d'avant-première de ce qui va se dérouler dans les différentes écoles ensuite, d'une manière plus individuelle, durant l'ensemble du semestre, certains dans des workshops, certains en tirant cette chose-là dans les universités et peut-être aussi un certain nombre de groupes d'étudiants hors partie pédagogique, voire même un certain nombre de professionnels dans une volonté. Et je dirais, l'idée, c'est qu'il y ait des contributions comme ces anciens panneaux, c'est-à-dire on expliquait à la fois la société, le pays avec son fonctionnement, hein, et puis on expliquait l'insecte avec ses petites jambes et ses trucs. Donc, je pense que ce qui est intéressant dans ce non-savoir, c'est qu'on ne prenne pas que ce qui est très, très important, mais qu'on travaille aussi sur les détails et qu'on arrive à constituer petit à petit une sorte de documentation de choses que nous ne savons pas, que nous ne voulons pas savoir, que nous ne savons plus ou que nous ne saurons jamais. C'est un peu l'objectif. Chère Susanna, oui. Qui a beaucoup travaillé dans la préparation de ce séminaire, je te passe la parole. Ok, allora io cercherò di fare un piccolo riassunto di quello che ha detto Rudy, certo, anche perché insomma è abbastanza chiaro anche nel suo modo di parlare, anche se è francese, credo che molti di voi siano riusciti a capire. L'idea comunque di questa scuola del non sapere è quello di provare a rappresentare in modo visivo quello che non sappiamo. Per quello che non sappiamo ci sono molti campi che possiamo considerare il non sapere, perché c'è un non sapere derivato dalla non conoscenza, quindi dalla mancanza di informazione scientifica, ma c'è un non sapere anche, come si può dire, causato da una volontà di non trasmissione della conoscenza, una volontà, come diceva prima Rudy, di una società come la nostra, in qualche modo colonialista o anche semplicemente che tende ad eliminare tutta quella che è la parte meno interessante e meno produttiva, tra virgolette, si può dire, del sapere. E quindi se all'inizio eravamo partiti proprio a ragionare addirittura sulla stella di Rosetta, no? Cercando di capire come un oggetto già
nell'antichità avesse provato a cercare di mettere insieme differenti linguaggi per riuscire a trasmettere una conoscenza, un qualcosa che è stato difficile da interpretare, ancora tutt'oggi non completamente decifrato, proprio perché testimonia in qualche modo non tanto la nostra mancanza di conoscenza, quanto proprio la nostra volontà di provare a inserirci, a capire all'interno di un percorso. E quello che abbiamo scelto di confrontarci in particolar modo è quello dei pannelli didattici, vale a dire questi pannelli che è vero nell'ambito francese sono molto più frequenti, ma io ho fatto un po' di ricerca ed effetti, anche se io non me li ricordo tanto nonostante non sia una bambina, però facendo la ricerca ho ricordato tante cose che vedevo nella scuola, questi cartelli sul corpo umano, questi cartelli sullo scheletro, sulle rappresentazioni degli animali, della natura in generale, ma anche alcune cose secondo me ancora molto più pesanti che erano sull'educazione, quindi sul comportamento, alcune cose talvolta nemmeno così evidenti, quasi subliminali, no? Però fortemente indirizzati a mandare la conoscenza in una stessa direzione. Questi modelli che sono stati dominanti fino all'ambito recente, cominciano ad essere messi in discussione adesso con una serie di difficoltà che la nostra società sta avendo nei riguardi dell'energia, nei riguardi della convivenza, in tutto quello che sono le evoluzioni, le pandemie, tutta l'evoluzione che viene fatta all'interno della nostra società e che sta mettendo in difficoltà la nostra conoscenza così in qualche modo presuntuosa, che ha eliminato tutte quelle che consideravamo conoscenze talvolta barbare, talvolta comunque minoritarie, e la difficoltà di poterle reinserire all'interno attraverso una cultura che talvolta sta perdendo la propria capacità di linguaggio e quindi ancor più è a rischio di perdita di informazioni. In questo percorso concretamente quello che vorremmo fare è provare a capire se siamo in grado di ricostruire un immaginario di rappresentazione che riesca a rappresentare questa non conoscenza. È un qualcosa di non semplice, perché io almeno sono piuttosto spaventata, non ho un'idea chiara di come questo possa avvenire, però è proprio secondo me importante l'idea di mettersi in una posizione di accettare la propria ignoranza nel senso bello della parola, la propria non conoscenza, e provare nel dialogo con gli esperti che abbiamo invitato e che inviteremo anche durante questo semestre, a provare a comprendere qualcosa, ma soprattutto a capire come questa cosa possa venire rappresentata. Dal punto di vista dell'organizzazione, velocemente, queste 2 settimane saranno 2 settimane più possibile vitali, vale a dire noi vorremmo che le persone che intervengono non fosse semplicemente una lezione magistrale, se non fosse semplicemente uno sfoggio di conoscenza, pur una conoscenza alternativa, ma fosse davvero qualcosa da mettere in discussione, da discutere con le persone, che spero riusciremo a fare dal punto di vista proprio dell'indagine, e parallelamente un giorno dedicato quasi esclusivamente alle lecture e l'altro giorno invece dedicato al lavoro di rappresentazione e di analisi. Ovviamente questo workshop non si dà l'obiettivo di arrivare ad un risultato definitivo, ad una capacità di rappresentazione. È proprio un inizio del lavoro, perché il lavoro verrà fatto durante tutto il semestre, sia attraverso il nostro lavoro nelle nostre scuole, all'interno dei nostri corsi, oppure all'interno di workshop, perché ovviamente
siamo perfettamente consapevoli, specialmente in Italia, ma anche in Francia, assolutamente, che ogni scuola ha i propri obiettivi didattici, ha le proprie regole, quindi non abbiamo la pretesa che il programma del semestre venga dedicato a questo. Potrebbe anche essere semplicemente l'idea di trovare dei punti di contatto tra i programmi e questo tipo di atteggiamento, che poi è più appunto una modalità di guardare la realtà piuttosto che un vero. Però questa modalità può essere portata avanti anche attraverso workshop, attraverso interventi più mirati. Noi tutti saremo a disposizione per approfondimenti e per relazioni, cercheremo anche di mantenere una relazione con gli esperti che parlano. Ovviamente tutto quello che diciamo in questo primi 2 settimane verrà registrato e sarà un materiale a disposizione degli studenti e dei docenti che lavoreranno durante il semestre. I risultati di questo lavoro, di questo tentativo di rappresentazione saranno riportati all'interno di una mostra che faremo sempre qui all'Istituto francese di cultura francese nel mese di febbraio. Cos'altro dire? Cos'altro mi sono dimenticata? Direi che più o meno I propose, before I give the order to Imke, because where you are here, I see you, but where? Yeah, I'm here. Yeah. Will you say something in English? Okay, I make it very short because it's, I think you have a schedule. But for us it was you very... can take your camera will be better, but I don't know what the conditions are. Yeah, the problem is I have not so strong internet connections. Okay, okay. A short sentence. Yeah, very short sentence, because I think the political dimension and the manifest statement to valorize hidden, blessed, or forgotten knowledge, as you said, is very important. And on the other hand, to change our epistemologies, which are still so much bound on a European way to see the world and to dominate it, and to open to other formats of knowledge. You can still hear me? Yes, yes. Okay. We hear you. Okay. Sorry. So I was in my activist mood, so I hope it was not a censorship. So I think it's very important to confront with this non-knowledge, with what we don't know yet, and what we with what we can discover, and where we find other formats to think, organize our world, to bring it to more justice and more equitable form. And I think for this we have to think in new formats, in new forms of representations, new forms of sharing, and new forms of designing, because this is also one of the big questions of this workshop, of the 2 weeks, and of the whole project, which is starting with all those who have been willing to take this adventure with us. I give over to Imke. Thank you, Vera. We see you tomorrow in Milano, I hope. Yes. Yes. Imke, perhaps? Yeah.
quickly, quelle langue maintenant? Donc, we Maybe in English. Sì, ecco. C'est mieux qu'on reste sur le microphone de Rudy. Donc, je commence en français et puis en italien. Maybe Surtout- in English. So Maybe in German. No, No, in German no, German no. Lasciatemi fare, per favore. Buongiorno a tutti che sono qui con noi, perché noi siamo stati molto legati al schermo e comunque siamo in alcuni qui sul posto live a Milano. Dunque dico buongiorno a Jean-Pierre Charbonneau, à Jacques Ferrier, nos invités d'aujourd'hui. Quelques invités aujourd'hui. Poi penso che abbiamo 2 studenti, vero? Da dove venite? Naba. Dunque tutti studenti di Annalisa Gatto, che è presente anche qui, che è un'insegnante di grafica, una gravista molto brava. Poi c'è Alessandro Casinovi, che sono tempi del passato anche a Gefronzoni qui a Milano, e poi noi. Dunque per me è anche importante dire questo, perché noi possiamo anche interagire adesso già nel cinema, e dunque possiamo passare al nostro primo vers notre premier intervenant. Alors, je ne suis pas sûr que notre premier intervenant soit déjà là, puisqu'on avait convenu 10h15. La cosa che mi sono dimenticata, che vorrei dire, è che non ci dobbiamo fossilizzare sull'idea di qualcosa di sconosciuto, cioè non parliamo solamente di cose mai sentite o mai viste. Ma io nel mese di luglio mi ricordo di una conversazione proprio con Jacques Ferrier, che mi aveva colpito il discorso di parlare di qualcosa che è nell'ombra, cioè qualcosa che abbiamo sempre saputo, in qualche modo la nostra cultura ha sempre conosciuto, ma per diverse ragioni, che siano politiche, che siano di economiche, culturali o quant'altro, sono tenute in disparte, non sono arrivate ad essere nel mainstream della rappresentazione e della condivisione. Quindi non tanto l'idea di dover scoprire qualcosa di sconosciuto, non parliamo di meraviglie della tecnica e della scienza di cui noi siamo inconsapevoli, ma parliamo anche di cose molto semplici, molto concrete, legate proprio alla cultura, alla conoscenza in assoluto, in tutti i campi, che in qualche modo non riescono ad arrivare, o quantomeno non hanno una capacità di visibilità quanto le culture dominanti. Quindi l'idea nostra è proprio quella di dare visibilità a quello che non è visibile, non solo che non è conosciuto, proprio che non riusciamo in qualche modo a mettere a comune, a mostrare. Sì. Okay. Sì, credo, Jacques do it, I will try in English. Jacques do it really in his last 2 books about city is this reconsideration of any things we was absolutely in is a kind of Glauben, oui, croyance, this croyance en la modernité. Hein? The belief in modernity. The belief in modernity, the belief. We was long time in a belief of this positive way to of this element. We work on it, and on the technology. You use this element, and this how part of the technology is positive, because it's not a way to say we have to
forget the technology, but how we use this technology. I think this will be a part of the discussion we will have with Jacques, and how the new consideration of what we have to do to survive at all will transform this this knowledge, this way to accept also this technology, to accept as a positive element this technology, and to from this way to think again this other elements. I really we have 10 minutes more, and we can enter a little bit in dialogue in the room, but also in the internet, in the distance. If somebody will enter in discussion, this will be also the way that we will discuss with the speakers. Is really to say we don't only make a conference and then nobody speak, but we interact on his reflection and on his way to go over. I just check, but I don't see Marie-Pierre. What do you think? Lassus. Oui, on peut déjà commencer peut-être à se... Ci possiamo anche fermare 2 minuti se vogliamo aspettare Marie. A che ora è? 10 minuti. 10 minuti. Magari in italiano io non ho detto niente sul programma. Il programma che potete vedere anche sul online è diviso, diciamo, a coppie di giorni. I primi 2 giorni, 12 e 13 settembre, quindi oggi e domani, sono Aldo, puoi spengere il microfono? Okay. Dedicati alla città, abbiamo detto città di fronte all'antropocene, comunque sia problemi legati alla forma della città, ai problemi dell'urbanistica, ai problemi della relazione con la natura e quant'altro. E come per tutta la settimana avremo un primo giorno più di lecture e il secondo più di interventi. Nel secondo giorno, poi nel secondo gruppo di giornate 14 e 15 sarà dedicato più al corpo nella relazione verso la parte medica, ma anche verso l'ecologia, verso la parte legata alla relazione con la città, alla sociologia e tutto. Avremo probabilmente il 16 e 17 2 giorni di conversazioni dedicate un po' a tutti gli ambiti che affronteremo nelle 2 settimane, e la settimana prossima invece è più dedicata alle culture del mondo e alla relazione tra le culture, il 19 e il 20, e il 21 e 22 invece alla parte più delle scienze sociali, della semiotica, alla parte sulla discriminazione di genere, discriminazione di razza e tutto quanto. Parallelamente e con una sorta di basso continuo su tutta queste 2 settimane affronteremo i problemi della rappresentazione, e quindi avremo degli esempi e delle relazioni con Rudi, con Matteo Bubbico, con Matteo Moretti, con altri designer che hanno in qualche modo già affrontato qualcuno di questi temi e con cui potremo avere degli esempi su cui confrontarci ovviamente poi la giornata del 23 sarà dedicata alle conclusioni, anche se ogni giornata cercheremo un po' di fare il punto la sera su quello che siamo riusciti a vedere durante la giornata. Est-ce que
Marie-Pierre Lassus serait cachée derrière un nom différent de son propre nom. Non, 10h15. Non, pour l'instant, non. Peut-être il faudrait aussi dire qu'en ce moment, donc à la Triennale, il y a la grande exposition internazionale, le 9 e anno, che ho potuto guardare io ieri perché sono arrivata un po' prima. E anche un luogo interessante di questionarsi della rappresentazione o delle rappresentazioni che sono lì, o anche come il pubblico internazionale ha affrontato queste questioni, perché è molto interessante che c'è una grande divisione tra le partecipazioni dei paesi e come rappresentano quello che si sa e non si sa, o è visibile o non visibile. Loro vanno molto di più su una cosa di visibilità e una cosa di représentation. Il faut dire que à l'origine de cette idée était en fait un concours pour le pavillon français de cette triennale. Concours qu'on a perdu, mais parfois il faut savoir récupérer les idées perdues, et notamment grâce à l'Institut français qui a bien accepté de présenter malgré tout cette chose. Je vois que Marie-Pierre Lassus est arrivée. Oui, bonjour et bienvenue. Marie-Pierre, vous avez écrit un livre sur le non-savoir, paradigme de connaissance. Oui. Vous êtes docteur en lettres, maître de conférences en musicologie à l'université Charles de Gaulle de Lille 3. J'espère que ces données sont justes. C'est Garcia Jaco qui nous a mis en contact et qui m'a éveillé sur ce point. Je suis très curieux de vous entendre. Vous avez écrit par ailleurs plusieurs livres sur la voix impure, Macbeth ou le Macbeth de Verdi. Puis je crois que ce qui vous a intéressé, c'est les silences du philosophe Gaston Bachelard comme musicien. Donc, on voit bien que vous prenez toujours, je crois, l'inverse et ça nous plaît bien, ou les villes ombres du théâtre de Sens. Voilà, on est bien, je crois, dans notre sujet. Et si je peux peut-être vous laisser introduire un peu votre pensée par rapport à ce non-savoir, je vous serais bien reconnaissant. Merci beaucoup. Oui, merci pour l'invitation. En tout cas, si je peux être utile, j'en serais ravie. J'ai écrit ce livre, Le non-savoir, paradigme de connaissance, en m'appuyant en fait sur une expérience qui est faite depuis plus de 12 ans. Je m'intéresse en fait à ce qui est invisible, à ce qui ne se remarque pas, mais qui conditionne notre rapport au monde. Je suis musicienne et cette formation justement m'a fait porter toute l'attention sur ce qui se passe entre les sons et les silences, entre les gens et les choses aussi. Parce que cette expérience que j'ai depuis 12 ans, je l'ai eue avec un orchestre, l'orchestre que j'appelle participatif, dans les prisons du Nord-Pas-de-Calais où je suis allée, parce que j'ai dirigé un programme qui s'appelle Chercheurs citoyens, dans lequel étaient réunis des chercheurs, des étudiants, des chercheurs de Lille et internationaux, des étudiants, des membres de la société, des musiciens, et donc des personnes enfermées en hôpital psychiatrique. Donc nous sommes allés pendant 3 années dans ces lieux. Donc simplement jouer avec ces personnes
Et de ces 3 années, j'en ai tiré une réflexion que j'ai élaborée dans un livre qui s'appelle Le jeu d'orchestre. Le programme s'appelait comme ça, c'est un programme chercheur citoyen. Donc, le jeu d'orchestre, qui était une recherche-action dans les milieux de privation de liberté. Et la méthode consistait à trouver avec tous les instruments de l'orchestre, les répartir entre les participants et en jouant tout de suite, en prenant soin d'un musicien avec un autre musicien. On jouait toute la journée de manière intensive, on faisait dans les maisons disposées de toute la semaine, et on jouait de 9h du matin à la fin de la journée avec les personnes en faisant un concert à la fin, vendredi, qui était là. Et j'ai fait ça, j'ai continué à le faire dans la formation qui s'appelle le Master international à responsabilité sociale. Je sais pas, je m'excuse, mais j'entends un écho. C'est normal. Je vais tellement... Moi, ça me gêne un peu. Oui, merci. Voilà, donc ce travail, je continue à le mener dans la formation que j'ai créée. Et ce master art et responsabilité sociale, il est directement en lien avec la société, puisque nous allons avec les étudiants, non seulement dans les prisons, mais aussi l'Institut du travail social, à la rencontre des travailleurs sociaux qui travaillent aussi, on joue aussi avec les personnes dont ils ont la charge. Je travaille aussi en milieu de handicap, enfin en tout cas dans des lieux qui sont à l'écart un peu de la société. Et cette formation, elle réunit donc des spécialistes et des amateurs en théâtre, musique, danse, peinture. Je demande aux étudiants, en fait, les étudiants proviennent de toutes ces disciplines. Et en pratiquant tous ces arts, là, les étudiants apprennent à faire ce qu'ils ne savent pas faire finalement et à s'ouvrir aux autres et au monde. Donc, les cours sont répartis en ateliers rattachés à des séminaires afin de pouvoir justement travailler à partir de l'expérience. Et la question qui porte ce master, c'est que peut l'art aujourd'hui dans le contexte de nos sociétés actuelles et comment vivre ensemble dans ce monde. L'accent est mis donc sur le collectif, la recherche-action et la recherche-création. Et les étudiants rédigent à la fin de la 2e année un mémoire de recherche-action et ou recherche-création, et parfois un mémoire qui regroupe les deux. Alors, ça, c'est ma première source. Et puis, la deuxième source, c'est Bachelard, puisque dans Bachelard, on trouve cette notion du non-savoir. Bachelard pense que tout philosophe formé à la philosophie des sciences, comme ce fut le cas pour lui, dit-il, doit oublier son savoir, rompre avec toutes ses habitudes de recherche s'il veut étudier les problèmes de l'imagination poétique. Parce que, dit-il, là, il faut être présent à l'image, au son, donc au geste, dans la minute où ils se font. Et dans l'art, donc, se manifestent des forces qui ne passent pas par le circuit d'un savoir. Et il conseille de déphilosopher, de désapprendre, voilà, dans ses livres. Et j'avoue que ce concept de non-savoir m'a beaucoup servi. Alors, je précise quand même que le non-savoir, et là je cite, il le dit, n'est pas une ignorance, mais un acte difficile de dépassement de la connaissance. Il dit que c'est à ce prix qu'une œuvre est à chaque instant un commencement pur, et il finit en disant « En poésie, et je rajouterai en art, le non-savoir est une condition première ». Donc cette notion me paraît absolument essentielle, et dans la poétique de l'espace, il conseille, il a tout un chapitre sur la façon d'écouter, et il dit que l'on entend autrement quand on ferme les yeux.
Et ça, c'est une pratique que je fais depuis maintenant 20 ans avec le Théâtre des Sens, El Teatro de los Sentidos, donc de Barcelone. Je l'ai intégré, cette méthode, dans mon master pour aborder l'inconnu, qui est tout à fait propice pour cela, parce que dans ce théâtre, le public a les yeux fermés et bandés. On bande les yeux du public et on lui fait en fait traverser des sortes de parcours sensoriels, donc sans les yeux, au moyen des autres sens qui sont beaucoup plus développés, ce qui permet de ne pas se focaliser, comme on a l'habitude de le faire en Occident, sur une conception optique de la réalité, mais sur une écoute corporelle. Là, il s'agit d'écouter avec tout son corps en étant privé du sens de la vue. Donc, le public s'appelle des voyageurs, hein, parce qu'ils voyagent en imagination, encore mieux avec les yeux fermés, justement. Et les acteurs s'appellent des habitants. Et ils procèdent en fait à une intensification de l'expérience sensible par un travail sur les intensités sonores, olfactives, gustatives, lumineuses. Et si bien que la question de recherche, elle est totalement déplacée dans ce travail sur les sons, les lumières, les odeurs, les gestes, qui permettent de varier le rapport au réel en ouvrant des possibles. Il s'agit vraiment de créer des possibilités de vie, conformément à la définition que donne Paul Ody du mot « créer », dont il rappelle que l'un des sens est croître aussi. Alors, évidemment, le problème quand on a affaire à l'inconnu, à l'errance, à l'erreur, c'est que là, ça ne se mesure pas et donc cela échappe à la science qui prétend obtenir par ce moyen, par la mesure, des vérités universelles. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers la mésologie, qui veut dire étude des milieux humains, d'Augustin Berg, qui est un géographe et un philosophe, pour penser l'entre, E-N-T-R-E, une notion qui se trouve en fait au cœur des arts au Japon et en Chine, où toute l'attention est portée sur ce rythme physiologique qui n'a rien à voir avec la mesure et qui s'appuie en fait sur le souffle, la respiration, tout ce qui se passe entre les êtres, qu'il s'agit de sentir avec l'ancien sens du mot esthétique, aesthésie, c'est-à-dire faculté de sentir. Donc, ce qui échappe à la science, c'est le vivant. Et c'est ça que les arts vivants, justement, travaillent, en tout cas aussi en Occident. Et c'est pour ça que je m'intéresse à ce phénomène, parce que je pense que nous sommes focalisés aussi sur les écrits, le verbal, etc. Mais l'humain est aussi un être vivant, au même titre que les non-humains d'ailleurs. Et cette pensée de la mésologie m'intéresse parce que justement elle s'appuie sur le naturaliste Jacob von Uexküll, qui est précurseur justement de la mésologie dans le domaine du vivant en général, et du philosophe japonais Tetsuro Watsuji, qui a été le précurseur de la mésologie au niveau humain et qui pense une éthique de l'antre, dont je m'inspire aussi dans mon travail artistique. Donc, en quelques mots, parce que bien sûr, je ne vais pas développer ce que c'est que la mésologie, mais en gros, la mésologie s'intéresse à la notion de milieu. Et pour elle, le milieu, c'est justement la relation d'un être vivant avec ce qui l'entoure et qu'il interprète activement pour en faire son propre milieu distinct de l'environnement donné. Voilà. Donc, ce qui est intéressant avec la mésologie, c'est qu'elle rompt complètement avec le dualisme cartésien. Elle donne toute sa part au symbolique, c'est-à-dire au tiers exclu depuis Descartes et depuis la science. Elle donne tout son intérêt à ce tiers et elle développe une éthique de l'antre qui répond, je trouve, assez bien à un certain dysfonctionnement aujourd'hui dans la relation de l'homme au monde, où chacun se vit séparé de soi-même, des autres et de son environnement. Et la mésologie montre justement comment tous les êtres sont en quelque sorte cousus ensemble grâce à ce flux continuel de l'énergie qui circule en toute chose vivante, et dans les arts vivants en particulier.
Voilà, je m'excuse d'avoir parlé si longtemps, mais ce sont voilà, les éléments, un petit peu la méthode qui me fait travailler sur cet inconnu auquel je tiens beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Je pense qu'on a, rien qu'avec votre propos, déjà un corpus sur lequel nous allons nous baser, avec toute la contradiction que vous avez mis en éveil, puisque vous dites que la question du visuel, d'une certaine manière, Oui, opprime ou rend difficile la perception des autres sens. Nous allons essayer de représenter ça. Donc là, on est certainement dans une contradiction qu'il sera intéressant d'aboutir. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire que de montrer cet empêchement du visuel sur les autres sens? Ensuite, je pense que toute cette dimension de l'antre, de l'interstice, j'ai fait un congrès il y a un certain temps sur la question de l'interstice, qui est extrêmement intéressant, qui était d'ailleurs présent dans la culture grecque aussi. Hein. C'était un élément assez essentiel que de se dire on ne pense pas uniquement à la construction des colonnes, on pense cet espace qui se situe entre et qui, d'une certaine manière, crée l'espace, voilà, crée la perception de la symbolique de l'espace sans que le physique ne résout tout, quoi. Et comment c'est transposé dans bien d'autres domaines. Nous avions fait à l'époque de ce congrès la transposition sur la typographie, puisque la question du spatium est également un point assez essentiel de la typographie. Pour lire les lettres, pour lire des mots, c'est l'interstice qui est absolument essentiel. C'est-à-dire l'antre permet de voir de percevoir les lettres et de les distinguer. Donc on est bien là dans une culture, et nous on était allés jusqu'à montrer à quel point le dimanche était un point essentiel pour arriver à percevoir la semaine. Donc la coupure, l'élément justement de tension du soi-disant rien ou de cet antre est tout aussi essentiel que la chose en tant que telle. C'est vrai que de regarder ainsi la ville, par exemple, hein, de regarder la ville non pas uniquement par la construction, mais par ce qu'il y a entre ces bâtiments, a transformé fortement, je dirais, cette perception, de considérer que cet entre est indéniablement un facteur majeur. Je vous laisse peut-être réagir à ces quelques développements qui m'ont très spontané de votre élément, et je pense que Vera saura peut-être plus fortement partir sur les questions de l'écoute corporelle et de ces choses-là qui l'intéressent beaucoup et sur lesquelles nous allons revenir, j'en suis absolument sûr, mercredi après-midi. Ma dobbiamo cambiare un po' la lingua perché non voglio che c'è solamente francese. Sì. Magari un po' di senso. Sì. Infatti, Marie-Pierre ha parlato molto di... hai ancora il... Sì. Marie-Pierre ha parlato molto del paradigma del non sapere, perché il suo libro è che lei fa gli orchestri nelle prigioni e lavora con la gente che non hanno per forza la sapienza prima di cosa vanno a fare. La sapienza accettata, la sì, sapienza valorizzata. Non hanno un'altra sapienza. Sì, esatto. E lei ha parlato anche molto del desapprendre, dunque lasciare a parte quello che sappiamo
e quello, cioè anche lasciare parte di quello che filosofiamo tutto il tempo, che dobbiamo cominciare come un bebè nudo, cioè come qualcuno nudo che comincia a vestirsi piano piano. Poi c'è anche questa nozione dell'essere umano e con quello che lo circonda. Quello che è intorno. Come facciamo, come troviamo noi come essere umano la relazione tra quello che è fuori e quello che è, e come facciamo l'interazione con gli altri, il dialogo, l'interazione, ma anche solitamente capire cosa succede di fianco. Anche non solamente con la parola, Sì. ma anche con gli odori, con Sì. con le sensazioni. E infatti quello che mi è piaciuto molto è quello che alla scienza dura scappa tanto, è quello che è vivo, quello che si trasforma tutto il tempo, quello che si muove, quello che si attualizza tutto il tempo. Dunque questa è una cosa molto, molto importante e penso ho detto più o meno quello, cioè guardo questi due perché loro conoscono anche il francese e l'italiano, dunque ecco. Credo è interessante di revenir, je ne sais pas à quel point vous comprenez l'italien, non, de revenir sur Bachelard et cette question du désapprendre par la nécessité de désapprendre pour percevoir l'imagination poétique. Je pense qu'il y a là un point essentiel de ce que nous réfléchissons. Oui, absolument. Oui, c'est une. Disons que Bachelard, il n'est pas le seul. Je dirais que les poètes même l'ont dit. Enfin, Baudelaire notamment a expliqué que justement il fallait justement revenir à cette vision comme de l'enfant qui voit tout avec un regard neuf. Il dit, il voit tout en nouveauté parce qu'il ne connaît pas à l'avance ce que sont les choses, à quoi elles servent, etc. Et donc porter sur les choses un regard neuf, en participant corporellement, je dirais, à cette réalité, c'est l'idée qu'il faut se rendre disponible, voir les choses comme si on ne les avait jamais vues et les voir pour la première fois à chaque fois. C'est pour ça qu'il insiste sur l'écoute, sur le fait de fermer les yeux, de se ôter aussi. Fermer les yeux est un geste éthique, c'est-à-dire on ôte tout préjugé sur les gens et sur les choses quand on pratique ce genre par exemple, de pratique avec le théâtre des sens. Moi, je forme les étudiants comme ça. Avant d'aller dans les prisons, on fait ce type de travail parce que on porte sur le monde. L'essentiel, c'est ça, c'est d'oublier tout ce qu'on sait et de porter sur les gens et sur le monde un regard neuf. Alors, cela permet de les aborder d'une toute autre manière. Je crois que c'est vraiment presque un manifeste pour le workshop que nous allons établir, qu'on va essayer de mettre en œuvre. C'est reconsidérer, c'est-à-dire ne pas savoir, c'est aussi reconsidérer un certain nombre de choses que l'on sait et les regarder d'une manière différente, les regarder en pensant ne pas savoir d'ailleurs. Je crois que cette notion de naïveté intelligente, j'utilise souvent ce terme-là, qui est d'ailleurs une situation qui est souvent au démarrage d'un processus de design. On est dans cette idée de se dire l'autre est le sachant, le client, et on a la chance de pouvoir lui poser les questions naïves qui sont des questions souvent très redoutables. C'est-à-dire qu'elles permettent de soulever des éléments cachés, des éléments qu'on ne veut pas révéler dans cette assurance du savoir. Oui. When you talk, can I speak in English? Yes, I understand, but I prefer
Yeah, but my English is terrible, so it's very simple. It's simple. Yeah, but in Italy there is a company, the Compagnia della Fortezza. I don't know if you know. It is a company, a theater company, that is in the prison of Mhm. Voltaire, and it is only the actor are only the one into the prison, and it is very important the relation with the body, and especially for the first piece theater piece, there are someone the actor are completely naked, and there is a very intensive relation with the action, because it is something that is in their body in a different way that in our body, that we work into the city and we go to the shopping, or with any other person who have this enormous physicity and this attention with the body. And it is very interesting that this is a form of reconstruction of their personality, because they are completely changed their life in the jail like actors, and they